Bonjour, en ce jour de la Saint-Valentin, on va parler de comics, de disques et de Eurythmics. Nous sommes le 14 février 2021, c'est le journal du geek. Bon, il n'y a pas de secret, si on veut faire des trouvailles, il faut hanter les boutiques d'occasion. Donc, ça faisait un moment que j'avais ce tome 1 de Civil War. Il en existe deux autres et donc je les ai trouvés hier. Enfin, enfin trouvé hier quoi. Et donc Civil War, c'est bon, c'est du comics Marvel comme ça se voit. Hein. Et l'histoire, en gros, c'est une équipe de Branck, une petite équipe de super-héros qui s'attaque à Trop Fort pour eux. Et donc qui s'attaque notamment à un super vilain qui s'appelle Nitro, qui a la capacité d'explosion. D'exploser, enfin et donc seulement il explose pour se défendre contre l'attaque des soi-disant gentils, des cons gentils, mais cons. Et le problème, c'est qu'il explose juste à côté d'une école et ça fait 600 morts. Donc les autorités s'inquiètent du trop de pouvoir des super-héros à la fois et des super-vilains et des conséquences. Et l'État veut contrôler les super-héros, donc ils veulent savoir leur identité secrète donc, et pouvoir les contrôler. Et il y a des super-héros qui sont pour et d'autres contre, d'autres qui savent pas trop. Et donc il va y avoir deux camps, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et ils vont finir par se battre. C'est un scénario bien pensé, bien, j'ai envie de dire, bien troussé. Alors, il n'y a rien d'humoristique hein, là-dedans, mais bon, l'histoire est bien pensée. Moi, j'ai bien accroché. J'avais lu ça en partie en réel et puis en partie en PDF. Et j'en avais vraiment envie. Et ce genre de bouquin, ça se trouve rarement. Donc ils n'étaient pas forcément donnés. Mais je les ai trouvés quand même moins chers. Donc allez, fallait que je les prenne. Donc on a la série principale qui est Civil War. Et comme c'est du multi-crossover, donc on a le point de vue dans la série Spider-Man, dans la série Wolverine, qui constitue ça. Et dans le dernier, je sais plus, c'est du Captain America. Et, et voilà. Donc ça fait un bon paquet de pages pour une histoire que j'ai trouvée intéressante. Voilà. Autre comics, le Spider-Man 2099, une série qui a été sortie en 1992, donc nettement plus ancien que l'autre. Donc ils avaient essayé de faire toute une série comme ça je crois qu'il y avait Iron Man 2099, donc Spider-Man 2099, tout en 2099. Ça fait long feu. Hein. Spider-Man 2099 a duré 46 numéros. Et moi, j'ai eu l'occasion de quasiment trouver
les 20 premiers. Et ce qui m'a attiré, c'était le dessin de Rick Leonardi. Je trouvais qu'il avait vraiment un dessin assez, assez personnel, assez voilà, qui était assez reconnaissable. Sur un scénario de Peter David, un scénariste que je suis parce qu'il rend des choses. Il a un point de vue intéressant sur les super-héros. J'ai eu l'occasion d'en lire plusieurs comme ça. Il avait traité Hulk comme un cas de schizophrénie parce que Hulk, il y avait Hulk vert, Hulk gris qui était à l'origine, et puis d'autres divers Hulk, et pour un peu assembler tout ça, et il en a fait un personnage à tendance à plusieurs personnalités. Donc, nous, ce qu'on suit là, c'est ça quasiment. Il n'y a pas de rapport entre Spider-Man classique et Spider-Man 2099. Parce qu'en fait, en 2099, un petit génie de la génétique se retrouve coincé par son grand patron qui le rend accro malgré lui à une drogue. Et pour se défaire de cette drogue, il va se reconfigurer génétiquement parce qu'il avait son patrimoine génétique qui a été numérisé. Seulement, il y a quelqu'un qui va lui faire le coup de, comme dans le film La Mouche, va lui mélanger de la génétique, une partie génétique d'une araignée. Donc, il va devenir un nouveau Spider-Man, qui n'a rien à voir avec le premier. Et ma foi, j'ai trouvé ça bien sympathique. Hein. Donc la combinaison entre le dessin de Rick Leonardi et les scénarios de Peter David, où le personnage essaye de se dépatouiller dans dans tout ce merdier, était vraiment pas mal. Alors ça fait... quand est-ce que j'ai lu ça la dernière fois? Il y a 10 ans. Pourquoi je m'y suis remis? Je suis tombé... j'ai posé les yeux sur ces comics-là. Je sais pas. Bon, ça a pris un coup de vieux quand même. Mais ça va, ça se maintient. Peut-être légèrement un peu mieux dans mes souvenirs, mais ça se maintient. Et donc il y a toute une vision en fait de l'avenir aussi. Il y a une part science-fictionnesque. Donc ça va, c'est pas mal. Donc ça c'est les comics VO. Hein, c'est de l'import. Et le mec, quand il a revendu ça, il revendait ça une bouchée de pain. Donc je prenais peu de risques. Bon, le problème c'est que c'est très très mou un comics. Donc pour le conserver, j'avais essayé de bricoler une sorte voilà, de quoi les conserver. C'est pas une bonne idée. C'est encore à travailler. Hein. J'en avais fait plusieurs comme ça pour préserver des revues. Je les avais recouverts de tissu. Celui-là, je ne l'ai pas terminé. Et je pense que je ne vais pas le conserver parce que c'est pas facile. Dans le domaine de la trouvaille musicale, donc l'affaire Louis Rio, L'homme aux mille vies, ça doit être, je crois que c'est leur dernier album ou un truc comme ça.
L'affaire Louis Trio, ça a commencé sympathiquement, quoi. C'était bondissant, c'était joyeux, c'est Chic Planète au début. Et puis après, ils ont fini par devenir vraiment, vraiment bons. Ça tenait vraiment la route. C'est parti d'une pop jazzy, bien gentille, mais assez sympa, qui était d'assez haute tenue pour les groupes français de l'époque. Et vraiment, l'affaire Louis Trio avec Mobilis Immobilier, l'album qui, ouais, qui est vraiment génial. Et puis bon, bah, celui-là dans la suite. La seule reproche qu'on peut faire, notamment au niveau du chanteur qui était compositeur, ainsi qu'il soit mort prématurément, crise cardiaque à 51 ans. Fait chier. Fait chier parce que on aurait aimé en avoir bien plus, quoi. Donc de la part d'Hubert Mounier, il a dû faire deux albums deux albums solo et puis bah, malheureusement il est parti. Autre écoute, je vais parler de Eurythmics avec cet album qui contient Sweet Dream à Made of This, leur tube qui les a fait connaître. Donc Dave Stewart et Annie Lennox, un mini-groupe. Donc le noyau dur de Eurythmics. Là, ce qui est amusant sur ce CD-là, c'est en fait, c'est les premiers CD, quoi. On peut reconnaître ça au premier logo du CD. Hein. Le CD était une nouveauté, ça devait durer éternellement, c'était incassable, machin. Ça avait toutes les qualités, les CD. Bon, on en est revenu hein, depuis. Donc de la new wave synthétique, très synthétique avec un peu de guitare parce que Dave Stewart est guitariste. Euh, Moi les Eurythmics, ben voilà, peut-être parmi dans les meilleurs albums, j'aurais mis celui-là avec Missionary Man que je trouve génial. Celui-là, c'est moite-moite. Hein. C'est vraiment le genre de groupe où je suis mi-figue, mi-raisin. Je sais pas trop. J'en prends et j'en laisse pas mal, quoi. Celui-là, je l'ai acheté à l'époque, bah, à sa sortie, parce que c'était durant les vacances. À l'époque, c'était mon frère au-dessus de moi qui avait choisi les disques qu'on allait importer à l'époque et il était en pleine période Stray Cats, il n'écoutait que de la musique des années 50, que ça quoi. Et moi j'en avais ras-le-bol d'entendre que de la musique des années 50. Et donc j'avais acheté ça et le Dépêche Mode de l'époque. Bon, les Eurythmics, ouais, j'adore Annie Lennox pour savoir, pour son physique, hein, parce qu'elle était vachement jolie, avec un look garçonne. Donc, ouais, alors quand ça devient pas crooner, voire c'est mielleux, voire sirupeux, à mes yeux, j'ai du mal, quoi. Ce que j'ai découvert un peu par la suite, bah, c'est ils faisaient partie au départ d'un autre groupe qui s'appelait The Tourist, hein, euh, groupe guitare juste après le punk. Pas mal, hein. Ils n'étaient pas du tout les leaders de ce groupe-là. Hein. Elle était juste la chanteuse et lui le guitariste. Et le leader du groupe
avait des jolies compositions. Il chantait, lui chantait et elle aussi. Il y avait un bon mélange. Et seulement ce leader de ce groupe-là a pris trop de drogue, quoi. Et ça a cassé le tout, comme beaucoup de fois, hélas. Encore un autre chanteur, Joe Jackson, hein, qui est apparu juste après le punk. Donc un truc très punchy et très sec au début, hein. Guitare, basse, batterie, et lui au piano. Un chanteur, avec un petit côté un peu agressif et des bonnes compositions. Alors c'est pas mal c'est pas mal du tout, hein. Et il va beaucoup évoluer parce que bon, il a commencé, je veux dire, à l'afterpunk, mais c'est un mec qui aime beaucoup la musique, qui veut être touche à tout, donc il va pas mal évoluer. Un de mes préférés, c'est celui-là, qui est un peu de dub, qui a pas mal d'atmosphère. Euh, Après ce côté-là, il en a assez, il va changer son groupe, il va faire un groupe de jazz, donc ça change énormément. Et il va pas arrêter d'évoluer comme ça, un peu comme Elvis Costello, qui sont un peu dans le même genre, à vouloir tout essayer. Et il va connaître le succès avec Night and Day, avec Stepping Out. Et donc là, c'est plus groupe de salsa, un groupe sans guitare à ce moment-là. C'est à ce moment-là que moi j'ai connu Joe Jackson. Et, euh, et puis bon, il va continuer avec d'autres albums assez sympas. Après, le souci pour moi, c'est qu'il va se prendre trop au sérieux. Et bon, ça va finir par devenir pontifiant par la suite, quoi. Ouais, il y a encore d'autres albums qui sont vachement sympas. Après c'est une affaire de goût, hein. Alors, dans le genre gadget, moi qui adore ça, donc voilà le disque 33 classique, hein. Euh, à l'époque du CD, j'ai repris le CD. J'ai des 45 tours, évidemment. Et une convention de disque, comme cet artiste est pas très. A pas beaucoup. A pas énormément de succès, quoi. Euh, je me suis acheté ça. Une version double 25 cm de l'album. Alors, normalement, il y avait un badge, hein, c'était l'époque du badge. Voilà, donc c'est rigolo. C'est un 25 cm. C'est pas pratique du tout à écouter parce que il y a trois chansons et hop, faut changer de face. Mais j'ai trouvé pire encore. Moi qui adore les 45 tours, ça faisait partie un peu de mes fantasmes. C'est de trouver l'album en version 45 tours. Voilà, c'est vraiment idiot, mais j'adore ça. Que c'est vraiment un objet fait pour être un objet de collection. Voilà, avec un poster. C'est constitué, donc, comme il y a 10 chansons,
il y a 5,45 tours avec une petite pochette qui peut reconstituer le personnage. Voilà, ça fait. Voilà, avec divers photos de l'autre côté et un label spécifique. Ce qui était plutôt pas courant à l'époque, quoi. Donc voilà. Dans le genre gadget vraiment idiot. Ça, j'adore. Et pour terminer sur une note BD et croustillante, on va terminer sur ma petite période Gaston, où là, j'ai lu le 10 au 14, et voir même les fonds de tiroir, parce que il était fatigué. Plus ça allait, moins ça allait, jusqu'à ce qu'il décède. Donc vraiment, on cherchait dans tous les sens pour trouver des inédits pour arriver à faire un album. C'est vraiment du fond de tiroir, quoi. Et parmi les fonds de tiroir, il y a des bons trucs, comme cette série d'une douzaine de gags d'une demi-planche, où il était encore en forme. Une planche publicitaire pour Philips. Donc là, ouais, c'est pas mal, mais moi j'avais eu la chance de trouver soldé à l'époque cet album-là. Vraiment, c'est l'album publicitaire. En noir et blanc, avec des dessins grand format. Donc le noir et blanc à l'époque, c'était pas facile à voir. Bizarrement, il y a un petit côté, c'est une encre presque bleu marine, mais sinon, quand je l'ai eu, pour moi, c'était des gags inédits et de bonne facture, avec une bonne période du dessin. Voilà. On va terminer là-dessus. Allez, ciao!